1-0. Monsieur le Président, si vous devez faire le bilan de ce qui se passe au Liban de 1975 à 2006, que pourriez-vous en dire? Je considère que le bilan est très positif, ça va vous étonner, malgré tous les drames que vous avez eu dans sa chair, et puis nous avons offert quand même 5 martyrs au sein même de notre famille, et malgré ça, je considère sur le plan national que le bilan est positif, pour la simple raison que déjà depuis en 1975, ce qui était vraiment en jeu, c'est l'entité elle-même du Liban, c'est l'entité libanaise, c'est la nation libanaise. C'était le Liban lui-même qui était en jeu. Les Palestiniens essayaient d'instaurer chez nous un pays de remplacement. Ils voulaient installer chez eux et s'installer chez nous comme chez eux. Ils avaient complètement créé au Liban même une quasi-souveraineté aux dépens de la souveraineté libanaise. Ils étaient en train de promouvoir la logique révolutionnaire aux dépens de la logique libanaise démocratique et institutionnelle. Et puis c'était en fait une véritable résistance libanaise pour préserver le Liban, pour préserver l'entité libanaise et préserver la raison d'être même du Liban. Donc ce que nous sommes arrivés à réaliser depuis 1975 jusqu'à ce jour, c'est de préserver le Liban et de préserver surtout l'avenir du Liban. Après, je parlais de la pression et du danger palestinien qui voulait transformer le Liban en Hanoï. Il voulait hanoïser le Liban, c'est-à-dire transformer le Liban en une plateforme pour attaquer Israël et mettre donc la main sur le Liban, comme je le disais tout à l'heure. Et puis par la suite, après le retrait de l'Organisation de la libération de la Palestine, l'OLP du Liban et Arafat, malheureusement, la Syrie a pris le relais et essayé aussi de réaliser le rêve de la Grande Syrie. Donc là aussi, nous étions en confrontation directe avec les ambitions syriennes. Et puis, par la suite, il y a eu plein de projets qui tous tendent à neutraliser l'entité libanaise et à casser le Liban et à complètement détruire l'avenir. Ce que nous sommes arrivés à faire avec notre résistance, le Liban est toujours là, vous êtes toujours chez moi à la maison, nous sommes en train de toujours parler souveraineté, liberté, indépendance, et ceci, rien que ceci, moi-même qui ai vécu toute la guerre du Liban, toute cette crise, je peux vous dire que notre résistance a payé ses fruits. C'est vrai que nous ne sommes pas sortis encore de l'étau, mais de toute façon, il y a une véritable union nationale. Des chrétiens et des musulmans sont ensemble en train de lutter pour un Liban uni et souverain et démocratique et libéral. En soi, c'est une façon de préserver l'avenir. Je résiste donc je suis, pour paraphraser une citation célèbre. Je vous dirais que tant que nous sommes en train de résister, tant qu'il y a l'espoir, tant qu'il y a la vie, nous sommes un pays qui croit dans la culture de la vie, dans la culture de la paix. Nous nous cramponnons à cette même culture et malheureusement qui est en confrontation avec la culture de la guerre, la culture de la mort. Nous sommes, je disais que j'étais satisfait, enfin satisfait entre guillemets évidemment, après toutes les souffrances, tous les drames, mais tout simplement parce que nous sommes arrivés à préserver cette idée du Liban et il y a actuellement une adhésion internationale aux thèses libanaises. Nous ressentons ce qui n'était pas le cas auparavant, il y a quelques années. Nous réalisons qu'il y a une solidarité internationale, de la communauté internationale avec le Liban. Le Conseil de sécurité a déjà voté plusieurs résolutions qui toutes plaident pour la souveraineté du Liban et pour la démocratie au Liban, comme si le Conseil de sécurité n'avait rien d'autre à faire que le Liban durant ces 2 dernières années, où chaque mois à peu près, il y avait une résolution qui était votée en faveur du Liban. À partir de la résolution 1559 qui a assuré le retrait, qui a préparé la voie pour le retrait de l'armée syrienne du Liban en 2005, jusqu'aux diverses résolutions qui toutes plaident pour la souveraineté et pour la démocratie au Liban. Dernièrement, aussi une résolution
pour constituer le tribunal à caractère international pour juger les assassins du Premier ministre Rafiq Hariri et tous les autres assassinats qui ont suivi, y compris l'assassinat de mon bien-aimé Pierre, mon fils Pierre. Donc, vous voyez, à aucun moment nous sentions cette solidarité internationale vis-à-vis du Liban, cet engagement du Conseil de sécurité vis-à-vis du Liban, cet engagement, cette persistance de cet appui de la communauté internationale à travers le Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien, tout cela nous donne l'espoir de pouvoir aussi vaincre ces derniers écueils, ces derniers obstacles à la réalisation définitive de l'intérêt supérieur de la nation. Vous parliez de juger les assassins, mais avant de les juger, encore faut-il les attraper. À l'heure où l'on se parle, est-ce qu'on a des preuves tangibles concernant les assassins ou les commanditaires de ces assassinats? Il y a énormément de présomptions et il est de plus en plus évident que la Syrie n'est pas étrangère à cet assassinat, l'assassinat du Premier ministre Hariri, dans la mesure où les deux enquêteurs internationaux, M. Melis et M. Bremers, concentrent leurs recherches sur la voie syrienne, la connexion syrienne. Peut-être il y en a d'autres, mais actuellement, c'est apparemment les derniers rapports de ces enquêteurs internationaux indiquent du doigt la Syrie et certains autres milieux. Nous ne pouvons pas condamner d'ores et déjà quiconque pour cet assassinat. Il faudra attendre que cette enquête soit terminée et qu'il faudra attendre la constitution du tribunal international et le jugement de ce tribunal pour pouvoir clore ce sujet. Mais pour le moment, ce qui nous rassure, c'est qu'il y a un comité, une commission internationale pour enquêter et pour découvrir les assassins. Et nous sommes toujours en train de lutter, malgré toutes les contradictions et tous les obstacles, notamment syro-opposition libanaise, pour réaliser vraiment ce tribunal à caractère international, que ce tribunal soit formé le plus vite possible et qu'il puisse suivre qu'il puisse vraiment rendre sa sentence sur cet odieux assassinat. Si on doit parler d'ennemis de l'entité libanaise nationale, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, qui désignerez-vous? Écoutez, ça c'est un sujet qui est très épineux, parce que, et puis surtout, une réponse de ma part pourrait être une réponse subjective. Tout ce que je dirais, c'est que le Liban, depuis belle lurette, est en confrontation avec des forces qui refusent de le reconnaître. Il faut, je dis objectivement, simplement je relève des faits objectifs, comme quoi depuis l'indépendance du Liban en 1943, la Syrie n'a jamais reconnu pleinement la souveraineté libanaise. Jusqu'à maintenant, la Syrie refuse de dessiner les frontières entre nos deux pays, considérant qu'elles ne devraient pas exister, c'est un même pays. La Syrie refuse d'entretenir avec nous des relations diplomatiques parce que c'est une façon de reconnaître la souveraineté libanaise. Donc, nous sommes en confrontation avec tout un ensemble de facteurs du genre. Maintenant, il y a d'autres aussi qui ne reconnaissent pas l'entité libanaise pour d'autres considérations idéologiques, religieuses, confessionnelles, communautaires ou autres. Les islamistes, par exemple, considèrent qu'il y a la Ummah islamique qui devrait transcender toutes les entités nationales, quelles qu'elles soient. Et je crois que pas seulement le Liban, d'autres aussi entités arabes sont en confrontation avec ce genre d'idéologie. Et puis il y a d'autres dangers aussi, d'autres écueils. Mais ce qui est important pour nous, c'est que
de plus en plus au Liban, il y a une prise de conscience islamo-chrétienne de la nécessité de bâtir ce Liban. Moi-même, j'ai proposé à l'ONU, j'ai proposé aussi aux Libanais une formule, un projet pour considérer le Liban, et entre guillemets, le Liban, un espace universel de dialogue entre les religions, les communautés, les cultures et les ethnies. Et comme il y a à Paris, il y a l'UNESCO qui prône les échanges culturels, comme il y a à Vienne le Centre pour la lutte anti-nucléaire, coordination entre certaines associations, eh bien, considérer le Liban comme un centre international pour le dialogue entre les cultures, les religions, les ethnies et les civilisations, et alors considérer tout le territoire libanais comme étant disponible pour ce genre de dialogue, c'est-à-dire inviter tous les éléments concernés par ce dialogue, qu'ils soient les diverses religions à travers le monde, que ce soit les civilisations à travers le monde, que ce soit les ethnies ou les cultures, les inviter à s'installer au Liban, à installer des centres et des antennes au Liban, tout ceci coordonné par un centre international dirigé par l'ONU, et alors le Liban deviendrait ainsi, remplirait totalement sa vocation. Il remplirait totalement sa vocation comme une terre d'accueil et une terre de dialogue entre les hommes. D'ailleurs, ceci a déjà un début de réalisation, puisque l'ONU a déjà établi au Liban ce qu'on appelle le Centre des sciences de l'homme, qui en fait vise ce genre de dialogue, mais ça se résume à un centre, un petit immeuble avec quelques employés, alors que mon ambition, c'est de donner vraiment toute sa dimension à cette notion de Liban, terre de dialogue, et ce Liban, message, comme l'avait indiqué Sa Sainteté le pape Jean-Paul II, qui avait dit dans un de ses discours, le Liban est plus qu'un pays, c'est un message. Donc, comment réaliser cette vocation du Liban? Comment réaliser cette vocation du Liban? Eh bien, c'est à travers cette construction internationale, la réalisation de cette idée, de ce projet, de transformer le Liban en un espace international de dialogue entre les cultures et les religions. Le Liban a déjà connu un État dans l'État avec la présence militaire palestinienne d'Arafat et de l'OLP. Aujourd'hui, toutes les milices depuis les années 90 ont été désarmées ou ont rendu les armes. Reste uniquement le Hezbollah qui est non seulement armé mais surarmé. C'est une milice libanaise qui est une composante d'une partie de la population ou d'une partie de l'opinion de cette même population. Est-ce que pour retrouver une véritable souveraineté nationale, le Hezbollah ne devrait pas, à la demande puisque cette demande a lieu, déposer les armes pour qu'il y ait une paix définitive civile libanaise? C'est un thème qui est très conflictuel au Liban. Les Libanais ne sont pas tous d'accord sur ce sujet. Évidemment, il y a le Hezbollah et quelques-uns de ses alliés qui prennent le maintien des armes entre les mains du Hezbollah. Nous considérons que ceci est une hérésie. Maintenant que le territoire libanais a été libéré, que Israël s'est retiré du sud, tout aussi bien que la Syrie s'est retirée du reste du Liban. La Syrie, Israël s'est retiré en l'an 2000, la Syrie s'est retirée militairement en 2005, donc il n'y a plus aucune raison pour le maintien des armes en territoire libanais, et le terme, la notion de résistance n'a plus lieu. Donc dans la mesure où il n'y a plus de résistance pour justifier ces armes, il est indispensable que toutes les parties en présence remettent leurs armes à l'État libanais, à l'armée libanaise qui
qui serait l'armée libanaise seule habilitée à détenir des armes au Liban. Et l'armée libanaise, avec les forces de sécurité intérieure, doivent avoir le monopole du port d'armes, d'une part, et d'autre part, c'est l'armée libanaise et les forces de sécurité intérieure devraient être les seuls protecteurs de la souveraineté nationale et de la liberté des Libanais et de préserver les droits des Libanais. Tout mouvement armé en dehors de ces forces légales et légitimes devrait être considéré comme illégal et le détenteur est hors de la loi. C'est comme ça que je vois moi-même la souveraineté libanaise, c'est comme ça que sur le plan international et la logique des choses prône pour le désarmement de toute faction armée en dehors des forces légales qui relèvent du gouvernement libanais. Et enfin, dernière question. Nous sommes en pleine période électorale présidentielle en France. Avez-vous un message au futur président ou présidente de la République française? Ce qui nous réconforte, c'est que c'est le consensus français en ce qui concerne le Liban. Les Français sont tous solidaires d'un Liban souverain, indépendant, libéral et démocratique. J'ai eu le privilège d'avoir des relations très étroites avec beaucoup de responsables français de tous bords, de la gauche, de la droite et de toutes les composantes et sensibilités françaises. Et j'ai constaté combien le Liban, comme nation, et les Libanais comme peuple étaient proches de la France tous les mandats français, je me souviens très bien du temps du président François Mitterrand ou bien avec le président Jacques Chirac et avant lui le président Giscard d'Estaing, tous ces présidents étaient tout à fait solidaires du Liban et la France n'a jamais ménagé le moindre effort pour aider le Liban à ménager aucun effort pour préserver les intérêts nationaux libanais. Maintenant, peut-être qu'ils n'ont pas toujours réussi, peut-être qu'il y avait souvent des considérations stratégiques ou bien des considérations n'importe quel genre qui n'avaient pas permis à la France de réaliser ses objectifs et d'aider vraiment le Liban à réaliser son indépendance et sa démocratie. Mais quand même, je peux dire que la France a toujours été à nos côtés et j'espère que le nouveau président français maintiendra le cap et restera solidaire avec la cause du Liban. Il ne faut pas oublier d'ailleurs, ce n'est pas cette solidarité n'est pas cette solidarité est tout à fait compréhensible dans la mesure où pas oublier qu'en quelque sorte le Liban est un peu le prolongement culturel et donc il est tout à fait normal que la France qui a toujours eu des relations privilégiées avec le Liban, et le Liban se considère comme le prolongement d'une certaine culture française, eh bien, il est tout à fait normal que la France soit toujours engagée aux côtés du Liban.